Bienvenue sur les podcasts de la recherche stratégique. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast de la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Koichiro Matsumoto, secrétaire adjoint du cabinet pour les affaires publiques, directeur en charge de la communication globale du cabinet du Premier ministre du Japon. M. Matsumoto est à la fois francophone et francophile. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles échanger. Et au cours des derniers mois, le monde a connu des bouleversements majeurs qui posent la question de la relation des grandes démocraties, dont le Japon, avec la Russie, comme la guerre d'agression, évidemment, en Ukraine, mais aussi la persistance de pressions chinoises dans la région Asie-Pacifique et au-delà. Plus récemment, la réunion de la Quad, très importante à Tokyo, et un débat qui s'ouvre sur la réforme de l'ONU. Le Japon, troisième économie mondiale, occupe une place majeure sur la scène internationale et pour tous ces enjeux. Laissez-moi, M. Matsumoto, vous poser quelques questions. Monsieur Matsumoto, la réunion des chefs de gouvernement de la Quad avec le président Biden, le Premier ministre indien Modi et le nouveau Premier ministre australien Albanese vient de se tenir avec succès à Tokyo. Que pouvez-vous nous dire de ce sommet? Bonjour, merci beaucoup pour me recevoir aujourd'hui. En effet, la réunion Quad, Japon, Australie, Inde, États-Unis, présidée par le Premier ministre Kishida, s'est tenue le 24 mai à Tokyo avec le président américain Biden, le Premier ministre indien Modi et le nouveau Premier ministre australien Albanese. Durant la réunion, plusieurs questions régionales ont été abordées, mais je tiens à souligner deux points suivants. Le premier point concerne la discussion franche qui a eu lieu entre les quatre dirigeants concernant l'impact de la situation ukrainienne sur la région Indo-Pacifique. Ces derniers ont exprimé leur inquiétude face à la guerre tragique en Ukraine et ont affirmé que l'état de droit et les principes de souveraineté doivent être partout respectés. Les quatre dirigeants ont également pu envoyer de Tokyo un message très fort. C'est qu'un Indo-Pacifique libre et ouvert est maintenant plus important que jamais et qu'ils feront tout leur possible pour réaliser cet objectif. La réunion Quad est devenue un lieu de poursuite de la coopération pratique dans plusieurs domaines afin de réaliser cet Indo-Pacifique libre et ouvert. La coopération entre les quatre pays s'approfondit chaque jour à différents niveaux, comme par exemple dans les domaines des vaccins, de la cybernétique, de la 5G, de l'espace, du maritime et de l'aide humanitaire, etc. Cette fois, le Premier ministre albanese a proposé que l'Australie accueille la réunion au sommet de l'année prochaine. Nous espérons renforcer davantage la coopération entre les quatre pays à l'avenir. Je vous remercie. L'Ukraine est un sujet essentiel en ce moment. Quelle est la position du Japon sur cette guerre en Ukraine? Et plus particulièrement, quel est le soutien que le Japon apporte à l'Ukraine? Oui, l'agression de la Russie contre l'Ukraine est une violation du droit international et le Japon la condamne avec la plus grande fermeté. Les actes atroces menés par la Russie contre les civils à Bucha et à Mariupol ne peuvent être tolérés. En effet, le Japon a renvoyé la situation en Ukraine à la Cour pénale internationale pour punir les responsables. De plus, depuis le début de l'agression de la Russie, le Japon, en tant que membre de G7, s'est mis d'accord avec la France et d'autres pays pour imposer des sanctions économiques sévères contre la Russie, notamment le gel des avoirs et le retrait du statut NPF. En ce qui concerne l'assistance du Japon à l'Ukraine, et à part de l'aide humanitaire d'urgence de 200 millions de dollars américains
et de l'aide financière de 600 millions de dollars. Je tiens à souligner les 2 points suivants. Premièrement, le gouvernement a décidé à fournir à l'Ukraine du matériel de défense, notamment des drones, des gilets pare-balles, des casques et des uniformes de combat d'hiver. La décision d'expédier du matériel de défense dans une zone où une guerre est actuellement en cours est une première. C'est considéré comme une étape importante vis-à-vis de notre constitution pacifiste. Deuxièmement, le gouvernement japonais accepte des évacués ukrainiens et, s'il souhaite, couvre également les frais de leur billet d'avion. Jusqu'à présent, il y a plus de 1 000 évacués ukrainiens au Japon. Le gouvernement continuera à offrir aux personnes évacuées tout le soutien possible. Alors, l'approche claire et proactive du gouvernement a reçu un appui de haut niveau. Le taux d'approbation le plus récent du cabinet Kishida est de l'ordre de 60%. C'est le niveau inhabituel pour un cabinet plus de 8 mois après son entrée de fonction. Dans le reste du monde, on a tendance à oublier que le Japon et la Russie sont des voisins très proches. Pouvez-vous nous rappeler l'histoire des relations nippo-russes et surtout en quoi consistent les questions territoriales entre les deux pays? Oui, la Russie et le Japon sont des pays voisins et comme beaucoup d'autres pays voisins dans le monde, ils ont des problèmes très difficiles et non résolus entre eux. Le Japon est l'un des rares pays à avoir gagné une guerre contre la Russie, mais il a aussi été attaqué par l'Union soviétique sous le règne de Joseph Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En avril 1941, le Japon conclut le pacte de neutralité nippo-soviétique. Il est dit que Staline était impatient de sécuriser le front oriental avec le Japon en raison de la pression croissante que les soviétiques subissaient sur le front occidental vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Le pacte a été conclu 2 mois avant l'opération Barbarossa, comme vous savez. Le 9 août 1945, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon, ignorant le pacte de neutralité nippo-soviétique. Le 15 août, le Japon accepte la déclaration de Potsdam, appelant à une reddition inconditionnelle. Entre le 28 août et le 5 septembre, l'Union soviétique avait déjà occupé tous les territoires du Nord, c'est-à-dire les 4 îles de Tohoku, Kunashiri, Shikotan et Habomai, et les avait unilatéralement incorporés au territoire soviétique, poursuivant ainsi son offensive militaire, même après l'acceptation par le Japon de la déclaration de Potsdam. À ce jour, l'Union soviétique et la Russie poursuivent leur occupation illégale des 4 îles du Nord. À la suite de l'invasion soviétique provocatrice qui a eu lieu en août et septembre 1945, environ 17 000 Iliens ont été déportés de force vers le Japon continental. Les 4 îles du Nord, dont la superficie est d'environ 5 000 km², soit environ le quart de la taille de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, ont été prises de force par l'Union soviétique et la Russie. De nombreuses personnes âgées, la majorité étant âgées de 80 ans et plus, qui ont été déplacées des territoires du Nord, n'ont toujours pas pu retourner sur les îles.
ils racontent leur expérience effrayante dans cette époque-là. Toujours par rapport à la Russie, quel est le degré de dépendance du Japon, comme l'Europe d'ailleurs, à la Russie pour l'énergie et notamment pour le gaz? Comment la France et le Japon pourraient coopérer pour réduire cette dépendance? Premièrement, notre position est conforme à celle du G7. Lors du sommet du G7, le Premier ministre Kishida a déclaré que, bien qu'il s'agisse d'une décision très difficile pour le Japon, qui dépend des importations pour la majorité de ses ressources énergétiques, y compris le pétrole, c'est un moment où l'unité du G7 est très importante. De plus, compte tenu de la déclaration du sommet du G7, le Japon adoptera en principe une mesure visant à imposer un embargo sur le pétrole russe. Le Japon dépend des importations de pétrole, gaz naturel et d'autres énergies en provenance de l'étranger pour la majorité de son énergie. Le Japon importe environ 4% de son pétrole brut et environ 9% de son gaz naturel liquéfié de la Russie. C'est relativement peu par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui dépendait désormais 12% de pétrole brut russe et à 35% de son gaz naturel. Mais la voie du Japon vers une économie sans la Russie n'est pas facile. Lors de la réunion du G7, il a été convenu que nous nous engagerons à éliminer progressivement notre dépendance à l'égard de l'énergie russe. Nous veillerons à le faire de manière prompte, efficace et qui laisse au monde le temps d'assurer des autres ressources d'approvisionnement. Grâce à cette déclaration, le Japon réduira également sa dépendance à l'égard de la Russie. À cette fin, nous pensons qu'il est très important d'assurer la sécurité énergétique par une utilisation équilibrée de l'énergie nucléaire, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, de l'ammoniac et du CSC. De ce point de vue, je pense que de nouveaux progrès dans la coopération énergétique franco-japonaise contribueront grandement à réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Il va sans dire que la France est, avec les États-Unis par exemple, un partenaire nucléaire avec lequel le Japon entretient des liens étroits. Depuis la signature d'accords de coopération entre la France et le Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire en 1972, nous avons coopéré dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la sûreté, des projets de retraitement, de la recherche et du développement, démantèlement après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO, etc. Le Japon continuera à travailler avec la France. Concernant la Chine, un autre voisin du Japon à l'attitude agressive, que pensez-vous de la position de la Chine par rapport à la Russie? Est-ce que la relation sino-russe sera renforcée de la guerre en Ukraine? Et si c'est le cas, quelles sont les implications pour la sécurité du Japon? Oui, en général, la Chine et la Russie entretiennent depuis plusieurs années des relations très étroites. Lors de la réunion au sommet qui a eu lieu à la veille des Jeux olympiques de Pékin, les deux dirigeants ont publié une déclaration conjointe contre l'expansion de l'OTAN, par exemple. De plus, la coopération militaire entre les deux pays s'est graduellement renforcée ces dernières années. Le 24 mai, lors de la réunion au sommet de Quad,
Des bombardiers chinois et russes ont volé ensemble de la mer du Japon à la mer de Chine orientale, puis à l'océan Pacifique, comme vous savez. Ces activités conjointes, y compris ce vol conjoint, à proximité du Japon, doivent être considérées comme une manifestation contre le Japon. Nous avons fait part à la Chine et la Russie par la voie diplomatique de notre opinion sur ce sujet, ainsi que de nos vives inquiétudes concernant ces vols conjoints du point de vue de la sécurité du Japon et de la région. Concernant la question se rapportant à la mesure dans laquelle les relations sino-russes seront affectées par la guerre en Ukraine, il y a 2 points à ce sujet. Premièrement, en plus de devoir surveiller de près l'état des relations sino-russes, on a dit que c'est un mariage de convenance, mais nous devons également garder si elles évolueront pendant et après l'agression russe en Ukraine. Deuxièmement, nous ne voulons pas que d'autres pays créent des failles dans les sanctions contre la Russie et que le retrait de nos entreprises soit compensé par les entreprises d'autres pays. C'est la raison pour laquelle nous voulons que la Chine soit d'accord avec nous sur ce sujet. Cette année marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Japon et la Chine en 1972. Pouvoir célébrer cette occasion dépendra des développements futurs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué l'organisation de l'ONU et a déclaré qu'il était pour une réforme de l'ONU à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cette agression est une violation manifeste du droit international commise par un membre permanent du Conseil de sécurité qui dispose d'un droit de veto. De plus, le président Biden a déclaré son soutien au Japon pour qu'il devienne un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'en pense le Japon? Oui, face à la situation en Ukraine, divers problèmes avec les Nations Unies ont été soulevés, notamment en ce qui concerne le Conseil de sécurité. Cependant, il faut également noter que le Conseil de sécurité joue un certain rôle et que la présence de l'ONU reste essentielle pour fournir une aide humanitaire à l'Ukraine. De plus, la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le fait que la Russie commette de tels actes indique la nécessité d'un nouveau cadre de l'ordre international et démontre clairement l'urgence de la réforme du Conseil de sécurité. Le Japon appelle à une réforme du Conseil de sécurité depuis plusieurs années. De nombreuses années se sont écoulées depuis la création du Conseil de sécurité et les réalités de la communauté internationale ont changé depuis. Il est important que le Conseil de sécurité reflète les réalités actuelles de la communauté internationale. Dans ce sens, le G4, qui est composé de l'Allemagne, de l'Inde, du Brésil et du Japon, plaide en faveur de l'élargissement des sièges permanents et non permanents au sein Conseil. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la France pour son récent soutien de G4. Je suis également encouragé par la déclaration du président américain Biden lors de la dernière visite au Japon en faveur de l'adhésion du Japon au Conseil de sécurité.
Par ailleurs, la France et le Mexique ont proposé en 2015 que les 5 membres permanents du Conseil s'engagent à ne pas recourir au veto lorsque une situation d'atrocité de masse est contestée. Et le Japon soutient cette proposition. Nous continuerons à faire tout notre possible pour réformer l'ONU, y compris le Conseil de sécurité. Et cela en coopération étroite avec la France et d'autres pays qui soutiennent la réforme. La France a assuré la présidence de l'Union européenne au cours des 6 premiers mois de l'année 2022. Quelles sont les attentes du Japon à l'égard de l'Union européenne en matière de sécurité ? Je pense que la sécurité de l'Europe et de l'Indo-Pacifique sont inséparables. Le Japon souhaite coopérer avec l'Union européenne afin de réaliser un Indo-Pacifique libre et ouvert. La coopération entre le Japon et l'Union européenne a également progressé dans les domaines de la formation conjointe et de l'aide au renforcement des capacités. Et nous nous attendons à faire des progrès dans la coopération en matière de sécurité et de défense entre Bruxelles et Tokyo, compte tenu de la boussole stratégique de l'Union européenne annoncée en mars dernier. En ce qui concerne les relations avec la France dans le domaine de la sécurité et de la défense, nous estimons qu'il y a eu des progrès remarquables ces dernières années dans la coopération franco-japonaise, notamment avec les exercices d'entraînement conjoints lorsque le groupe Jeanne d'Arc est arrivé en escale dans un dépôt du Japon et d'autres exercices. Nous sommes encouragés par le fait que la France dirige l'engagement accru de l'Union européenne dans l'Indo-Pacifique. Et nous espérons promouvoir davantage la collaboration entre la France et l'UE dans la région. Et enfin, quels sont les secteurs dans lesquels la France et le Japon devraient encore renforcer leur coopération dans cette situation de crise ? En ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G7, dont le Japon et la France sont membres, collabore plus étroitement que jamais pour faire face rapidement à la situation. Le fait que la Russie, l'État agresseur, soit un membre permanent du Conseil de sécurité soulève de sérieuses questions. Ainsi, le Conseil de sécurité, qui est dysfonctionnel, doit être réformé. Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité. Nous souhaitons aussi continuer à collaborer avec la France afin de mener conjointement les efforts de la communauté internationale pour maintenir un ordre international libre et ouvert fondé sur l'état de droit. Monsieur Matsumoto, je vous remercie pour ces éclairages sur des enjeux qui sont d'importance pour le Japon, pour la France, mais également d'importance globale. Merci. Merci beaucoup.